Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce bouillon de culture, je suis trop contente de vous retrouver. Nous allons discuter de ce que j'ai découvert culturellement cet hiver et il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le mois de janvier. Alors je vous propose que nous n'attendions pas une seule seconde de plus, abordons L'Âge d'Or, volume 2. C'était mon premier livre de 2023 et je ne suis pas déçue. Le premier tome ouvrait plein de portes, il était très mystérieux, on se demandait où ça allait et tout s'est emmêlé merveilleusement bien dans ce deuxième tome. Il est pas mieux ou moins bien que le premier, c'est une parfaite complétude, c'est le tome final. Je trouve que c'est un excellent exemple de scénario parce que tout ce qui est introduit dans le 1 finit par servir vraiment pay-in, pay-off. Et il y a plein du coup d'éléments qui sont inattendus mais qui ont quand même été préparés et ça sort pas de nulle part. Il y a beaucoup de choses qui passent juste par l'image et pas par le texte. C'est vraiment une masterclass. En termes de dessin, pareil que le tome 1, hein, c'est une dinguerie de toute façon. C'est un peu l'œuvre de sa vie de Cyril Pedrosa et ça se voit qu'il a tout donné. Et on le remercie hein, franchement parce que on a la chance d'avoir d'aussi bons dessinateurs vivants en même temps que nous. Bref, une petite merveille, très chaude recommandation. Ces deux tomes en valent tout autant la peine l'un que l'autre. Nous avons été voir une exposition avec l'école, qui est une exposition à Art et Marche, donc c'est de l'art brut ou naïf, sur Jean-Marie Massu. Alors c'est intriguant, je savais pas trop si j'étais attendrie ou perturbée. Vu que c'est de l'art brut, naïf, en fait c'est de l'art qui a été fait par quelqu'un qui n'a pas d'éducation artistique particulière, et en l'occurrence quelqu'un qui a une éducation très lacunaire, il était analphabète, et qui crée de l'art en partant de ce qu'il a autour de lui. Du coup, il a une vision du monde très particulière, il parle de la venue des extraterrestres, de l'arrêt de la procréation. En fait, tout paraît un peu glauque, mais le mec est hyper innocent en le faisant. On n'a pas envie d'y voir une once de perversion. Après, il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec cet aspect-là de son travail. Par exemple, il creuse la terre et il grave des pierres un peu comme à la préhistoire. Il fait des grands collages avec plein de trucs de magazines qui sont en fait des extraits de ses rêves qu'il reproduit en collage parce qu'il sait pas écrire. Du coup, par exemple, vu qu'il ne sait pas écrire, et pour indiquer la date du jour, il va mettre quelque chose en rapport avec la période où ça se trouve. Donc, il y a des moments où il date avec un petit Père Noël, par exemple, qu'il trouve dans un magazine. Du coup, le petit Père Noël, et hop, ça c'est pour indiquer que ça s'est passé à Noël. Du coup, il est capable, en revoyant ses collages, de retracer tout ce qu'il a décrit, quoi. Donc ouais, c'est hyper interpellant et hyper intéressant. Franchement, j'ai bien aimé aussi. J'ai aussi fait plusieurs petites expositions avec ma mère, et notamment Kidorama, au musée de la mode et de la dentelle. C'est intéressant de savoir sur ce musée qu'il ne fonctionne que par des dons, et du coup là, c'était sur la mode enfantine, et donc c'est que des dons de gens qui leur ont permis de dresser un portrait de la mode des enfants. J'ai trouvé que c'était un super bel échantillon, surtout pour les objets récents, ils avaient vraiment beaucoup de choses. Pour les trucs qui remontaient un peu, là c'était plus compliqué. Et alors c'est intéressant parce que ça retrace l'évolution de la mode pour enfants, qui est passée de juste faire des vêtements pour adultes mais petits, à vraiment créer des vêtements qui sont spécifiquement pour les enfants, avec évidemment toute la consommation que ça appelle derrière. Et par exemple, j'ai appris un truc que je ne savais pas, le body, ça date des années 80. Voilà, franchement je pensais que c'était plus vieux. Parmi les pièces plus anciennes, du coup, il y avait pas grand chose, mais c'était quand même vraiment très joli, et c'est génial que ça ait pu être conservé de la sorte. Alors le petit défaut, c'est que il y avait pas mal de texte, et en gros, on devait mettre un QR code au début de la visite qui nous renvoyait à un PDF sur téléphone. Donc pas à une page web ou un truc, vraiment un PDF. Du coup, c'était très difficile à suivre, fallait faire des gros zooms sur les pages et on pouvait pas l'avoir en physique, quoi. Par contre, en termes de scénographie, c'était vraiment chouette. L'agencement de chaque étage était vraiment sympa. C'est un très beau musée, globalement, ils savent ce qu'ils font. Et alors, notamment dans la scénographie, ils avaient fait un grand panneau avec plein de tissus différents dessus, et avec à chaque fois le nom de la matière en dessous du tissu. Donc on pouvait toucher et essayer de deviner quelle matière c'était. Voilà, il y avait la soie, le chanvre, mais aussi des trucs qu'on connaissait pas, genre je pense qu'il y avait du cuir d'ananas et des trucs comme ça. Du coup, ça nous a beaucoup intéressés et je me suis rendu compte que ma mère les connaissait presque tous, donc c'était choquant. Enfin, elle savait les reconnaître au doigt parce que moi, je sais que le chanvre ça existe, mais j'avoue que je savais pas dire ah ça c'est du chanvre. Du coup c'était cool. Je sais plus très bien où ça se trouvait, je crois que c'était juste un petit encart où il précisait, parce qu'évidemment l'exposition est aussi accessible aux enfants et tout ça, et où il précisait que ben voilà les vêtements c'est très genré, mais que en vrai on peut porter ce qu'on veut et tout ça, donc ça j'ai trouvé ça chouette qu'ils pensent à le préciser, qu'ils le rappellent et qu'ils mettent ça en avant. Alors une autre expo qu'on a été faire avec ma mère, c'était au Halles Saint-Géry, ils avaient fait des reproductions d'affiches Art Nouveau et Belle Époque. C'est un bel espace d'exposition, même si c'est assez petit. Il y avait pas d'originaux et toutes les impressions étaient pas incroyables. Mais c'était pas horrible non plus. Par contre, la scénographie était sympathique parce que c'était des espèces de petits kiosques avec à chaque fois l'affiche d'un côté et des informations de l'autre. Par contre, le texte
était très biographique, pas très utile. Je m'en fous de connaître toute la vie de Privali Vermont, tu vois, c'est pas ma priorité. Et à la fin, il y avait 3 interprétations modernes de l'art nouveau que je trouvais vraiment très réussies. Aussi, dans l'exposition, la différence entre art nouveau et belle époque était très bien expliquée, donc ça je trouve ça aussi très chouette. Et je trouve ça intéressant aussi de noter que belle époque, on l'a appelée comme ça rétrospectivement, après être passé par la Première Guerre mondiale et s'être rendu compte que c'était quand même vachement mieux avant. C'était petit, c'était court, c'était pas parfait, mais ça fait quand même plaisir de l'avoir vu. Par contre, une autre expo que je suis vraiment très contente d'être allée voir, ça s'appelle Miradas de Mujeres. C'est une expo d'Isabelle de Beaucherave sur Frida Kahlo. Alors, Isabelle de Beaucherave, elle fait en gros toutes des œuvres en papier, mais du papier qu'elle fait ressembler à du tissu. Et en fait, elle a entre autres reproduit plein de robes de Frida Kahlo, mais aussi des décors entiers uniquement en papier. C'est magnifique. C'est hyper coloré, hyper lumineux, super positif. Ça renvoie vraiment une image très agréable. Et vraiment, tout est en papier. Donc il y a plein de robes de Frida Kahlo ou inspirées par Frida Kahlo, avec parfois des silhouettes en fil de fer qui représentent son visage et où on voit notamment son bout de sourcil. Il y a aussi des bijoux en papier sur les robes et dans les cheveux et tout ça, mais aussi des décors entiers. Plein de détails, plein de motifs, des meubles, des objets, les animaux de Frida Kahlo qui sont très connus, des plantes même en papier. Du coup, ça parle pas de ses œuvres, ça parle pas de sa vie, ça parle vraiment de son apparence, de l'apparence qu'elle voulait se donner. Les chiens, les singes, les perroquets qu'elle avait partout, la culture mexicaine qu'elle s'appropriait, sa maison multicolore, la Casa Azul, et bien sûr ses robes absolument incroyables. Mais du coup, oui, vraiment le mot d'ordre de cette exposition pour moi, c'était vraiment à quel point c'était coloré et lumineux, et vraiment j'ai trouvé ça super beau. Après ça, on est allé voir une exposition à la patinoire royale de Arno Raphael Minkinen qui s'appelait Standing with Nature. Donc c'est un gars qui se met en scène dans la nature et qui prend des photos de lui ou d'un modèle. La plupart du temps, il est nu et vraiment ça montre une espèce d'impact très minimaliste sur l'environnement dans lequel il se trouve. Très souvent, il se met dans le prolongement du paysage, il met juste ses mains qui dépassent de l'eau, juste sa jambe qui poursuit une branche d'arbre, et en fait on le voit jamais en entier, c'est des bouts de lui qui viennent compléter le paysage. Et du coup souvent il se met dans des formes un peu surprenantes aussi. On se demande comment est-ce qu'il a fait pour avoir le déclencheur qui se met au bon moment pour qu'il arrive à se prendre dans cette position. Enfin, très souvent on se demande en fait comment est-ce qu'il fait pour prendre cette photo. C'est très poétique, très doux, très minimaliste, et parfois il se fond vraiment dedans et il y a une espèce de mimétisme que je trouve moi personnellement magnifique avec la nature. Toujours à la patinoire royale, il y avait aussi les photos de Lucia Simons. C'est des grandes photos, très grandes, hyper détaillées, de fleurs sur fond noir. C'est super beau. On dirait des tableaux de nature morte de fleurs. Les détails sont incroyables, je sais pas comment elle fait parce que vu que c'est agrandi, il y a un effet de microscope, je sais pas. En même temps c'est super doux parce que c'est des fleurs, c'est des motifs qui sont très apaisants. Je me demande si elle ne prend pas les photos des fleurs immergées dans l'eau parce qu'il y a une espèce de flottement un peu comme ça. Et les couleurs sont incroyables. Vraiment, c'était super beau. Le même jour, le prof qui nous avait emmenés à la patinoire royale nous a aussi emmenés à la galerie Huberti Brain, qui n'est vraiment pas très loin de chez moi. Et ce jour-là était à l'honneur l'artiste Albert Dubout, surnommé le fou dessinant. Alors, il y a du cul, et il y a un peu de racisme, et un peu de sexisme. Parce qu'on parle d'un assez vieux dessinateur. Bon, après, il n'y a pas d'excuses, hein, mais je veux dire, voilà, c'était une autre époque, comme on dit. Par contre, les dessins sont vraiment délirants, c'est super chouette. Souvent, c'est un peu coquin, il y a plein de petits détails, c'est à la fois ultra simple et très caricatural. Et il y avait des anthologies grosses comme as, genre une 20aine à vendre et qui sont remplies de dessins, le mec n'arrêtait pas en fait. Je suis assez contente d'avoir découvert le travail de cet illustrateur et vraiment je pense que c'est quelqu'un qui est très inspirant et qui risque de m'inspirer. On a été voir un spectacle et ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de spectacle je pense, peut-être d'une ou deux pièces de théâtre mais là c'était un peu différent. Ici je lègue ce qui ne m'appartient pas, à l'atelier 210. Alors c'est un seul en scène, de danse et de monologue, sur les souvenirs et le corps du chorégraphe. Ça parle beaucoup de culture, de transmission, de projection sur le corps, de qu'est-ce qu'on projette sur un corps, de la famille. C'était très court, 1 heure environ je pense. Les émotions étaient très douces, et à mes yeux il y avait un bon équilibre entre les parties dansées et les parties parlées. Guillaume trouvait que ça ne parlait pas assez par exemple.
Mais oui, vraiment très très beau, très élégant. Je ne l'ai pas en main propre, mais j'ai lu une autre BD, Le Spectateur de Théo Grosjean. Faut savoir que je ne déteste pas le travail de Théo Grosjean, mais je suis pas spécialement ultra fan non plus. Genre l'homme le plus flippé du monde et tout, ça me fait marrer 2 secondes, mais sans plus. L'œil du cyclone, je trouvais que ça avait l'air sympa, mais sans plus. Je suis ni repoussée par son travail, ni attirée. Quand j'ai l'occasion de le lire, je saisis ma chance. Et là, j'étais quand même étonnée de voir un roman graphique, j'étais pas du tout au courant qu'il avait taffé là-dessus. Je ne regrette pas ma décision de l'avoir lu. Mais alors là, certainement pas. C'est une BD entièrement en vue subjective. Les couleurs sont très jolies, il y a peu de couleurs, comme d'habitude avec lui, c'est quasiment des monochromes. Le trait est très bien, tout est très lisible. Et l'histoire était incroyable en fait. C'était plein de motifs, de rebondissements, c'est d'une sensibilité mais folle. Pour moi, il y a un petit défaut, et c'est un défaut qui est stylistique chez lui, c'est que il dessine toujours un peu les mêmes personnages. Le père du héros, il ressemble à son personnage de Théo Grosjean. La copine du héros, elle ressemble fort à sa copine dans L'œil du cyclone. Mais sinon, à part ça, c'est chamboulant en fait. C'était très puissant, vraiment. J'insiste sur la sensibilité, mais vraiment, ça parle de choses en fait qui sont tellement subtiles et bien amenées. J'ai trouvé ça fou. Et du coup, il y a aussi un panel de personnages différents parce que ça raconte toute la vie d'une personne en fait qui a une vie très particulière et qui est spectateur de sa vie, qui ne parle pas, il est sous-entendu à un moment qu'il est sur le spectre des troubles autistiques. Et ça montre toute sa vie, du coup il rencontre quand même plein de gens et tous ces personnages sont aussi tous très variés, très subtils, très, très bien amenés. On comprend tout ce qui se passe avec peu de choses aussi. Vraiment c'était un livre plein de force et maintenant j'ai hâte de découvrir ce qu'il fera d'autre en espérant qu'il se relance dans ce genre de projet parce que vraiment c'était sublime. Je trouve que son format un peu habituel sert de fou ce projet-là en fait. Et du coup, je trouve ça vraiment chouette. D'arriver à faire avec une base qui est un peu une base que tout le monde partage aujourd'hui, de raconter ses petites histoires soi-même, etc., avec juste des cases carrées, d'arriver à transporter le truc plus loin et d'en faire quelque chose d'aussi transcendant. Enfin ouais, une dinguerie. Vraiment, je suis tombée amoureuse de ce livre, je pense. Et j'ai une dernière petite BD pour vous, Alice Guy. Catel et Bokeh. Alors c'est magnifique. Ça parle d'Alice Guy, qui est du coup la première réalisatrice de l'histoire et qui est vraiment un temple dans le monde du cinéma des années où elle a vécu, mais qui a été oubliée au profil de ses collègues masculins. Vraiment, on s'en rend très bien compte dans le livre, je vais y revenir. J'ai adoré, j'ai trouvé ça magnifique. Donc c'est du noir et blanc. Je vous avais déjà parlé de Catel et Bokeh, en fait ils font que des biographies de femmes, enfin quasiment que des biographies de femmes. Et du coup je vous avais déjà parlé de Joséphine Baker, je crois. J'avais beaucoup plus d'empathie pour le personnage d'Alice Guy que pour Joséphine Baker. Au bout d'un moment, Joséphine Baker, elle m'agaçait vraiment. Mais après, c'est sa personne, tu vois, il raconte sa vie, elle retombe toujours dans les mêmes travers. Elle, Alice Guy, elle a une force de personnage que Joséphine Baker n'avait pas. On se rend vraiment compte des rouages qui font qu'en tant que femme, c'est si compliqué de se faire une place dans un milieu rempli d'hommes et tout ça. On se rend compte aussi de comment les hommes ont essayé de l'effacer de l'histoire. En fait, elle a assisté à son propre effacement de l'histoire de son vivant. On la voit même à la fin discuter avec un historien pour apporter des preuves de son apport au monde du cinéma. Et en plus, c'est une femme qui avait vraiment déjà des convictions très en avance sur son temps. Par exemple, elle a toujours défendu les actrices qui se faisaient agresser sexuellement sur ses tournages ou des trucs comme ça, à une époque où normalement les hommes qui sont là avec tes actrices, t'as pas vraiment ton mot à dire. Elle s'en battait les couilles, elle disait ce qu'elle pensait. Et par exemple, à un moment, ces acteurs blancs, censés être grimés en noir pour le film, ont refusé de jouer avec un acteur noir. Elle voulait absolument mettre un acteur noir et grimer en noir les autres acteurs. Les acteurs blancs ont refusé de jouer, là où ça aurait pu très mal se passer. Elle a fait jouer un film entier par des personnes noires, qui a été un flop absolu parce que personne ne voulait voir ça à l'époque, mais elle l'a fait. Elle en avait rien à foutre. Alors, il y a beaucoup de textes, c'est très verbeux, mais en fait, il y a peu de choses qui passent par l'image en fait. Vu que ça raconte la vie d'une personne, les potins et tout, c'est compliqué. Mais le dessin sert bien le texte et le dessin accompagne bien le texte et c'est pas non plus illisible. Genre c'est pas chiant à lire. C'est juste un peu redondant et parfois t'as l'impression que l'image n'apporte rien, mais ça accompagne bien. C'est un peu la forme qui oblige ça aussi, je veux dire faire une biographie en BD, c'est forcément assez verbeux. Du coup voilà, très chaude recommandation également.
que j'ai vraiment beaucoup apprécié découvrir. Et c'est déjà la fin de ce bouillon de culture, j'espère que ça vous a plu, que vous avez vu des choses qui vous ont parlé. On se retrouve bientôt avec de nouvelles vidéos parce que j'ai beaucoup de choses dont il faut que je vous parle. Et sinon, avant de vous quitter, je vous rappelle de mettre un petit like, un petit commentaire, que vous avez mes réseaux en description, etc. etc. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Bisous bisous. Je vous aime.